Bonheur avec Alain Juppé. Alain Juppé, bonjour. Bonjour, monsieur Bourdin. Alain Juppé, 8h30, 9h, vous êtes avec moi pour répondre à mes questions. Et 9h, 9h30, vous allez répondre aux questions des auditeurs d'RMC et des téléspectateurs de BFM TV. Et ils sont extrêmement nombreux, je peux vous l'affirmer. Alors, voilà une journée qui commence bien. On va commencer avec un sondage, notre sondage BFM TV RMC. Qui serait un meilleur président que François Hollande ? Vous arrivez en tête, 50%. Devant Manuel Valls, 39%, Nicolas Sarkozy, 38% et Marine Le Pen, 32%. Martine Aubry est un peu plus loin, Arnaud Montebourg aussi. 50%, ça vous satisfait ? Je disais que c'est une journée qui commence bien. Oui. Cela dit, c'est un sondage, la route est longue, les élections présidentielles sont dans plus de 2 ans, donc restons modestes et sereins. Est-ce que vous n'êtes pas surpris par justement les scores ? Les Français ne vous font pas confiance, je ne parle pas de vous, mais globalement, ne font pas confiance à la classe politique. C'est un vrai problème aujourd'hui. C'est un vrai problème, pardon de le rappeler, ce n'est pas un problème neuf, hein, cette espèce de rejet de la classe politique. De distance, il revient périodiquement dans les périodes des crises, dans les périodes les plus difficiles. Il n'est pas propre à la France aussi. Regardez ce qui se passe pour le président Obama aux États-Unis. Donc voilà, gouverner aujourd'hui, c'est complexe. Et surtout, ce qui provoque cette réaction, c'est l'absence de résultats, qui fait le lit de ceux qui n'ont jamais exercé le pouvoir et qui peuvent se présenter vierges, si je puis dire, en disant nous, on n'a pas fait nos mauvaises preuves. Oui. Dites-moi, Alain Juppé, puisque c'est si difficile, il est si difficile d'exercer le pouvoir, pourquoi voulez-vous revenir ? Pourquoi ? C'est quelque chose qu'on a au fond de soi, l'envie de servir la collectivité, le goût du service public. Je regarde ça chez mes amis, on voit bien que les milieux familiaux sont très différents. Il y a des milieux où il y a l'esprit d'entreprise, où on a envie de créer sa boîte, et puis il y a d'autres milieux où on est plutôt service public, où on a envie de se mettre au service de la collectivité. C'est un peu ce qui est dans mes gènes. Voilà. Mais c'est une envie que vous avez depuis toujours. Ça fait 40 ans que vous faites de la politique, Alain Juppé. Ça aussi, cette idée qu'on pourrait faire de la politique à l'abatteur, de temps en temps, comme ça, en alternant avec autre chose, je sais que c'est une idée très répandue. Regardez autour de nous, là encore, dans le monde, ça ne se passe jamais comme ça. Madame Merkel, ça fait 20 ans ou 30 ans qu'elle fait de la politique. Sauf qu'ailleurs, il y a un renouvellement de la classe politique qu'il n'y a pas en France. Ça, c'est pas exact. Je cite le cas de Madame Merkel, ça fait longtemps qu'elle est au pouvoir, et puis on pourrait citer beaucoup d'autres exemples. Et en France, il y a un renouvellement de la classe politique. Alors peut-être pas chez ceux qui sont en haut des sondages, mais regardez derrière tous ces jeunes maires. Vous n'êtes pas le renouvellement de la classe politique, vous, Alain Juppé. Je suis l'expérience de la classe politique, ça aussi, ça compte. Puis on peut se renouveler même après une longue période d'expérience. Tout le problème, c'est la curiosité, c'est l'ouverture aux idées nouvelles. Et ça, je crois, observer le monde tel qu'il est. Vous êtes un vrai leader. Je n'aime pas me décerner des compliments, parce que si je réponds je vais avoir l'air arrogant. C'est à vous de juger. Je pense que, prenons un exemple, dans ma ville, je crois qu'effectivement, j'apparais aux yeux des Bordelais comme quelqu'un qui trace la voie. Vous n'avez pas gagné une seule grande élection nationale. J'ai été élu, je crois, j'ai fait 20 élections, je crois, dans ma vie, et je les ai toutes gagnées, sauf 2. J'ai été élu député, voilà. Et vous avez perdu les législatives ? Quelle est je les ai gagnées souvent. La seule élection nationale que je n'ai pas tentée, c'est celle de président de la République, puisqu'à Matignon, on n'est pas élu, on est désigné par le président de la République. C'est cette élection-là que vous allez tenter. C'est ce que je vais tenter en 2017, si je gagne les primaires qui devraient avoir lieu en 2016. Mais quelle incroyable situation où tout le monde pense que vous n'irez pas au bout et non, vous ça seul... c'était pensé, ça a changé. Ah bon, d'accord, je crois que ça a changé. Ah bon, d'accord. Et vous êtes certain que vous irez au bout. Vous êtes d'ailleurs devenu un cauchemar. Ah, pour qui donc ? Devinez pour qui. Le cauchemar de Nicolas Sarkozy. C'était le titre du journal Le Point. Vous vous souvenez peut-être il y a un mois. Moi j'ai une question et vous allez nous dire la vérité. Début septembre, vous êtes en tête-à-tête avec Nicolas Sarkozy. Vous lui confirmez votre intention de vous présenter à la primaire pour 2017. C'est vrai ? C'est vrai. Non, je l'avais déjà fait avant, par voie de presse. Oui, mais là, vous lui confirmez en tête-à-tête. Oui, naturellement, bien sûr. On se voit de temps en temps. Il vous lance, je vais te tuer. Où est-ce que vous avez pêché cette information ? J'ai lu ça dans les journaux. Et vous l'avez cru. Ah bah moi, tout à l'heure, c'est faux.
C'est faux. Totalement faux. C'est une œuvre d'imagination. Vous lui auriez répondu, tu sais où me trouver. Chapeau à celui qui a inventé ça. Il n'a pas fait preuve de beaucoup d'imagination parce que je crois que ça a déjà servi pour d'autres. Mais je peux vous dire que ça ne s'est jamais passé en ces termes entre nous. Et alors, la difficulté, j'allais dire le drame, il faut garder ce mot pour des choses plus sérieuses. Mais la difficulté, c'est qu'une fois que c'est écrit, c'est répété. D'ailleurs, même vous, qui êtes un esprit critique, M. Blondin, vous le répétez. Mais je le répète pour savoir si c'est vrai ou faux. Je vous redis, comme je le dis depuis maintenant une quinzaine de jours, c'est que ça n'a jamais existé. Je ne suis pas en guerre contre Nicolas Sarkozy. On est en compétition, naturellement. J'espère qu'elle sera loyale. Peut-être. Je ne suis pas sûr non plus. Vous l'observez, vous l'entendez. Il n'a jamais dit de mal de moi et je n'ai jamais dit de mal de lui. Pas lui, il se trouve... mais d'autres. Oh, bah ça, on peut pas. Autour de lui. On ne peut pas contrôler son entourage, toujours. Je me donne même le chic, et en plus je le pense, de rappeler que son quinquennat n'a pas été l'échec qu'on semble dire aujourd'hui. Il a fait des choses très positives et surtout il a été appelé à gouverner, ou en tout cas à présider, dans un contexte extraordinairement difficile. C'était une réussite ce quinquennat ? Quand on compare 2007 et 2012, on oublie toujours 2008. De ce point de vue-là, oui, la façon dont la France a résisté à la crise, a évité de se laisser emporter par cette crise qui était la plus importante depuis un siècle à travers la planète, on peut dire que c'est une réussite. Ça a été une réussite. Son quinquennat était une réussite globalement. La façon dont nous avons résisté à la crise. Mais globalement. Il y a eu des échecs, il y a eu des points forts. Sa présidence de l'Union européenne a été une bonne présidence. Et puis de l'autre côté, il y a eu effectivement des choses qui n'ont pas été faites. Quel échec? Bon, si je m'engage... Mais vous parlez des réussites, on peut parler des échecs aussi. Je vais prendre un exemple. Sinon, vous ne seriez pas candidat. Bien sûr. En 2017. Oui, enfin, je suis surtout candidat pas pour parler de ce qui s'est passé de 2007 entre 2012. Pour l'avenir. On va parler de l'avenir et de vos réformes. Je suis là pour parler de ce qu'il faut faire en 2017 pour sortir la France de la spirale du déclin où elle est aujourd'hui engagée. C'est ça qui est important. Après quand même 2 ans et demi d'un mandat de François Hollande qui est considéré par tout le monde, y compris par ses propres troupes, comme un échec retentissant. Alors un échec, je vais en prendre, ou en tout cas quelque chose qui n'a pas été fait. On a mis trop de temps, par exemple, à créer, vous savez, cette fameuse TVA compétitivité qui était applicable au mois d'octobre 2012. J'ai entendu des socialistes me dire c'est bien dommage que vous ne l'ayez pas fait avant parce qu'on l'aurait gardé. Sur les 35 heures, on a peut-être manqué un petit peu de détermination et de volonté. Voilà, il y a effectivement des imperfections, voire des erreurs, mais qui n'en commet pas. Pas de combativité, pas d'appétit, détestant l'odeur de la poudre, ce ne se gérera jamais lui contre moi. C'est ce qu'on entend aussi toujours autour de Nicolas Sarkozy. Alors là, c'est une phrase qu'on a vraiment entendue, elle est de Gérald Darmanin, le porte-parole de Nicolas Sarkozy. Si les gens polis, rassurants, qui donnent une image d'homme d'État gagner la présidentielle, ça se saurait. C'est l'opinion de ce monsieur, voilà, c'est très bien, ça me laisse tout à fait serein. Moi, ce qui compte, c'est surtout l'opinion des Français. Alors, on va pas revenir au sondage, mais bon, très bien. Je trace ma voie, moi je suis comme je suis, j'ai un message à délivrer aux Français. Ce message, vous savez, il tient en une conviction profonde que j'ai en moi, c'est que la France peut rebondir. C'est que la France est un pays formidable, qui a des atouts, qui aujourd'hui est en train de les gâcher, mais qu'il suffirait de peu, c'est-à-dire de rétablir un climat de confiance entre ceux qui la dirigent et puis les Français, pour que nous repartions de l'avant. Avec une jeunesse en particulier formidable et des entrepreneurs extraordinaires. Vous avez vu ce qui s'est passé hier soir avec M. Gosse, M. Niel. Donc on a un potentiel extraordinaire en France. Vous avez été brûlé par la politique, condamné. Non, mais c'est vrai. Condamné, oui, j'ai connu des échecs, j'ai connu des blessures, déménagé d'un appartement. Est-ce que vous vous êtes sacrifié à un moment donné de votre vie politique? Je ne dirais pas ça. J'ai assumé mes responsabilités. Vous avez payé pour d'autres. Vous avez payé pour d'autres. J'ai assumé une responsabilité qui était à l'évidence collective. On peut le dire comme ça, si vous souhaitez le dire comme ça. Non, mais c'est vous qui le dites, c'est pas moi. C'est vous. C'est vous qui avez utilisé la formule. Moi, j'ai dit que j'avais assumé mes responsabilités. Est-ce que vous vous êtes sacrifié? Je ne me suis pas sacrifié. Je le répète. J'étais un poste de responsabilité, voilà, j'ai été confronté à cette épreuve qui a été douloureuse et qui a d'une certaine manière cassé l'élan sur lequel j'étais en politique. Oui, voilà, bien sûr. Je l'ai assumé. Vous l'avez assumé. J'ai eu le prix de l'humour politique pour avoir dit la preuve qu'en me politique, c'est que je suis toujours vivant. Oui, voilà. Alain Juppé, ça veut dire qu'aujourd'hui, ça vous est utile, ce passé? Vous pensez que ce passé de condamné, vous avez été embarqué par un système? Embarqué par un système? Oui, certainement. Oui. Un système qui à l'époque, il faut rappeler, enfin bon, tout ça, c'est encore de l'histoire ancienne. C'était 88, 89, 90. C'était il y a 20 ans. Le cadre légal n'était pas ce qu'il est aujourd'hui. Bref, on ne va pas refaire l'histoire. Non, mais c'est ainsi. Mais les épreuves, ça sert aussi. Les blessures, à condition qu'elles cicatrisent, ça marque une vie et puis ça apprend des choses sur la nature humaine notamment. Et sur votre propre nature? Oui, bien sûr. Sur cet égo surdimensionné dont on a tant parlé?
Oui, quel est l'homme politique qui n'a pas un ego surdimensionné et quel est le grand journaliste qui n'a pas un ego surdimensionné? C'est utile? Oui. Parce que si on n'est pas porté par quelque chose, s'il y en a pas, c'est ça qui est très difficile à expliquer. On se dit c'est de l'orgueil, mais si on ne croit pas qu'au fond de soi-même on peut faire quelque chose pour son pays, on ne fait pas de politique. Et quand on le croit, bon, c'est qu'on a un ego peut-être supérieur à la moyenne, mais ça peut être utile. Vous n'êtes pas Édouard Balladur quand même. Pourquoi? Non, je dis ça parce qu'Édouard Balladur était en tête dans tous les sondages avant de s'écrouler. Et vous avez vécu cette période-là, vous l'avez connue. Vous êtes resté fidèle à Jacques Chirac à l'époque. Oui. Vous n'êtes pas un Édouard Balladur. On verra bien. Hein. Oui. Et qu'est-ce qui fait que vous n'êtes pas Édouard Balladur? C'est à vous d'en juger. Mais je ne sais pas, non. Je ne vais pas faire une publicité. Je ne sais pas. Bon, écoutez, quand on nous voit, quand on nous entend, quand on regarde le parcours qu'on a suivi les uns et les autres, on voit bien la différence. Hein. Moi, j'ai été au combat. Hein. Quand je me suis présenté à Paris la première fois, aux élections municipales, je ne suis pas allé dans un arrondissement dit de droite. Je ne suis pas allé prendre la succession de quelqu'un qui était déjà en poste. J'ai été me battre contre une liste à l'époque qui était composée de la manière suivante: Lionel Jospin, Claude Estier, Bertrand Delanoë et, je cherche son prénom, Monsieur Vaillant. Voilà la liste contre laquelle j'ai fait mes premières armes à Paris. Vous voyez qu'il faut du courage et du tonus quand même. Bien. Et j'ai gagné. Bien. Est-ce que, Alain Juppé, est-ce que vous êtes favorable à une disparition de l'UMP? Non. Franchement. Non, certainement vous êtes pas. opposé à la disparition de l'UMP? Laissez-moi m'expliquer. Oui. Je pense que l'UMP est nécessaire à la vie politique française. Pourquoi? L'UMP, c'est l'alliance, le rassemblement de la droite et du centre, issu de ce que j'ai connu pendant la période que vous évoquiez tout à l'heure, c'est-à-dire le RPR et l'UDF. Oui. Ce rassemblement est plus nécessaire que jamais. Alors, est-ce qu'il faut qu'elle garde le même nom? Est-ce qu'il faut qu'elle change de statut? Est-ce qu'il faut qu'elle change d'équipe? Ça, c'est une autre affaire. Mais le concept même, l'idée même de UMP, d'Union pour un mouvement populaire, de la droite et du centre, me paraît absolument nécessaire si nous voulons gagner les élections de 2017 et redresser la France. Est-ce que vous pensez que Nicolas Sarkozy veut utiliser cette élection à la présidence de l'UMP comme tremplin pour la présidentielle? Bon, sincèrement. Évidemment. Hein. Évidemment. Il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de doute pour vous. C'est un échec d'ailleurs, le retour de Nicolas Sarkozy pour vous? Pour l'instant, vous êtes surpris? Je pense que on ne peut pas parler d'une victoire en ce qui me concerne, on ne peut pas parler d'échec en ce qui le concerne. C'est vrai que mon démarrage a été peut-être meilleur que le sien. Votre démarrage meilleur que le sien. Il va falloir durer maintenant. Oui, absolument. Pendant 2 ans et demi. C'est 2 ans, mais vous savez ce qui me porte aussi, c'est tous les soutiens que j'engrange en ce moment. 3 députés pour l'instant. Beaucoup plus que cela, mais moi je ne fais pas des listes, je ne fais pas de concours de beauté. Hein. Non, mais parce que je vois les ralliements à Nicolas Sarkozy, mais je ne vois pas arriver les vôtres. Les ralliements à votre panache. Ils existent. Et puis surtout, ce qui est très important, c'est les gens que je rencontre partout où je me déplace, dans la rue, tout simplement. Vous les gens qui viennent, je les sens beaucoup, qui viennent vers moi et qui me disent comment on peut vous aider. Alors je leur réponds, Agis pour la France, c'est mon site internet. Votre nouveau mouvement. C'est un petit jeu de mots sur mes initiales, naturellement, vous l'avez compris. Évidemment. L'élection à la présidence du parti, vous ne prenez pas parti, si je puis dire. Non, parce que l'UMP est dirigé en ce moment par un collège de 3 personnes qui a évité sa disparition et son implosion, qui était tout à fait possible il y a quelques mois. Donc on a remis de l'ordre et je pense qu'il est dans notre mission, si je puis dire, de rester neutre dans cette élection qui va se dérouler maintenant dans 3 semaines. Alors Bruno Le Maire et Hervé Mariton, il y a tout à l'heure un bureau politique. Vous allez vous réunir avec Luc Châtel, avec Jean-Pierre Raffarin, avec François Fillon, toutes les semaines, comme toutes les semaines. Et Bruno Le Maire et Hervé Mariton demandent à ce que les résultats soient publiés département par département. On va en délibérer entre nous. Je ne suis pas sûr que ça empêche les Français de dormir. C'est un point de détail. C'est un point de détail pour vous. Ce qui compte, c'est pas le plus important. Non, ce qui compte, c'est que l'élection soit transparente et incontestable. Vous vous souvenez ce qu'on a vécu avec ce que vous avez vécu. Donc ne recommençons pas. On a nommé une haute autorité qui est indépendante, qui est dirigée par un professeur de droit et qui suit de façon très précise la régularité de l'élection. Donc je pense qu'elle se passera bien. Qui va regarder aussi l'organisation des fameuses primaires ouvertes. S'il n'y a pas de primaire ouverte, vous faites quoi? Que faites-vous? Je ne peux pas l'imaginer parce que tout le monde s'est engagé à en faire, y compris Nicolas Sarkozy. Donc elles vont avoir lieu. Elles auront lieu. Oui, elles auront lieu, j'en suis sûr. Le nouveau mouvement. Oui, bien sûr. Le problème, c'est de savoir comment elles seront organisées. Parce que si elles ne s'adressent
co-militants d'un parti politique, elles auront raté l'objectif. L'objectif, c'est quoi? C'est de mobiliser un très grand nombre de Français. Que tout le monde puisse venir voter? Je ne sais pas. Enfin, tout le monde, sous certaines réserves. Tous ceux qui adhèrent à un certain nombre de principes et de valeurs. Hein. Ceux qui ne croient pas à la libre entreprise ou à l'économie de marché, ceux qui ne croient pas à la laïcité, etc., ils ne seront pas les bienvenus. Mais à l'image de ce que le PS a organisé? Le PS a fait voter 2 900 000 électeurs. Oui. C'est considérable. Il faut que nous fixions le même objectif. S'il y a 500 000 électeurs, les sympathisants les plus proches de l'UMP, ça n'aura pas de signification véritable. Pour que ça ait une signification, il faut mobiliser largement afin d'éviter un premier tour de l'élection présidentielle qui pourrait être tout à fait dangereux. Alain Juppé, regardons l'actualité. Sivens, faut-il arrêter les travaux? Je crois que c'est la démonstration de notre difficulté à organiser un vrai dialogue dans ce pays. D'abord, il faut penser à Rémi Fraisse, un mort. Et je pense qu'on aurait pu l'éviter si on s'était mis autour de la table suffisamment tôt, bien avant, pour essayer de confronter les points de vue. Cette réunion va enfin avoir lieu. Moi, je ne veux pas préjuger du résultat. Vous savez qu'il y a des intérêts qui ne sont pas convergents. Les agriculteurs ont besoin de ressources en eau. Les écologistes font remarquer que le projet tel qu'il existe comporte beaucoup d'inconvénients environnementaux. Donc, il faut trouver une solution de compromis, c'est peut-être pas le mot, mais une solution raisonnable qui permette de concilier les points de vue. Est-ce qu'il faut abandonner? Par définition, je ne peux pas répondre à votre question, puisque comment voulez-vous que je plaide le dialogue et dire avant que le dialogue n'ait eu lieu ce qu'il faut faire? Il faut d'abord que le dialogue ait lieu, il va avoir lieu, et ensuite on va voir les points de vue en présence, et là on prendra la décision. C'est comme ça qu'il faut faire, et pas dire avant même que le dialogue ait lieu, voilà ce qu'il faut faire. Le président du MEDEF propose un licenciement sans justification. Que lui répondez-vous? Moi, ce que je cherche, c'est d'éviter les clivages inutiles, les antagonismes. Voilà, il faut apaiser le jeu et donc pas faire de provocation. Là encore, je crois qu'il faut essayer de garder un peu raison. Aujourd'hui, le droit du travail en France est excessivement rigide. Et il faut bien faire comprendre, je crois, à nos concitoyens, c'est pas évident, que la meilleure manière de favoriser l'embauche, ce n'est pas d'interdire les licenciements. Donc plus on met de freins à l'adaptation des effectifs d'une entreprise, et plus on risque de la fragiliser. Mais de là à supprimer toute espèce de garantie pour les salariés, c'est évidemment un pas qu'il ne faut pas franchir. Nous allons revenir sur vos propositions, justement. François Hollande, 2 ans et demi de présidence. Je regarde les sondages, là encore. Qui s'oppose le plus et le mieux? Marine Le Pen arrive en tête. Oui, bien sûr, c'est tout à fait normal, parce que quand on est la plus violente, la plus démagogique... Est-ce qu'elle peut gagner l'élection présidentielle? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Pourquoi? Parce que je crois au bon sens des Français. Et les Français n'adhèrent pas à ces idées. Regardez un petit peu, là encore, les études. Non, les Français n'adhèrent pas à l'idée qu'il faut sortir de l'euro, par exemple. Vous avez les 2/3 des Français qui sont bien conscients que ça nous protège, et que nous n'aurions pas aujourd'hui des taux d'intérêt aussi bas si nous avions un franc objet de spéculation sur les marchés chaque jour. Ils n'adhèrent pas à cette idée. De même, personne ne croit que l'immigration zéro, ça puisse exister. Donc, elle occupe la scène politique avec beaucoup d'habiletés politiciennes. Les Français n'adhèrent pas à ces idées. Elle est si haute dans les sondages. Pourquoi est-ce qu'elle le fait dans le sondage que vous avez publié tout à l'heure, quand on dit qui ferait mieux que François Hollande, elle n'est pas dans les premières? Non. Elle est 4e. Bah oui. Elle est quand même bien placée. Ce qui prouve qu'il n'y a pas une adhésion massive. Bon. Est-ce que aujourd'hui, celui qui crie le plus fort contre François Hollande est évidemment Mélenchon. Non, est le plus entendu, le plus populaire, parce que son échec est tellement patent et constaté par tout le monde, y compris ses propres amis, que c'est assez facile. Vous êtes surpris par cet échec d'ailleurs? Un peu, parce que l'homme ne manque pas de qualité. Vous le connaissez bien? Bien, c'est beaucoup dire, mais enfin bon, quand on fait de la politique depuis 30 ou 35 ans, on se connaît forcément, on se côtoie. Comme Nicolas Sarkozy d'ailleurs. Absolument, merci de le rappeler, puisqu'on a commencé ensemble. Même lui un peu avant moi. Je sentais que vous aviez envie de le rappeler. Merci de le rappeler. Donc on parlait de qui? De François Hollande, oui. Son impréparation à exercer le pouvoir me surprend en effet, parce que il a fait campagne essentiellement contre Nicolas Sarkozy. Ses premières mesures ont consisté pour l'essentiel à annuler ce qui avait été fait avant, y compris de bonnes mesures. J'ai parlé tout à l'heure de la TVA compétitivité ou encore des heures supplémentaires défiscalisées, et ça n'était pas une politique. Il s'est rendu compte qu'il allait dans le mur, et à partir de là, nous avons eu des virages tous les 6 mois, le dernier en date étant le pacte de responsabilité dont on entend toujours la traduction. Donc l'échec, il est là, il est inscrit dans les chiffres, bien sûr, de l'économie, et surtout dans la perte de confiance qui caractérise aujourd'hui la société française. Donc c'est un échec patent, et je ne vois pas comment, en l'espace de 2 ans et demi, il peut remonter la pente, tout simplement parce que c'est sa personnalité elle-même qui est atteinte. Sa personnalité? Oui, la fonction est atteinte? Oui, quand elle est exercée par quelqu'un qui
paraît si peu apte à l'exercer. Il dénature la fonction. Il n'aurait pas de mots excessifs. Est-ce qu'il est à la hauteur de la fonction? C'est une question que je lui ai posée. La question se pose. Enfin, les Français se la posent. Et c'est ce qui explique. Est-il à la hauteur de la fonction? Oui, absolument. C'est ce qui explique. Il l'est ou pas? Est-ce qu'il est à la hauteur? Je vous pose la question. Les Français, c'est bien, mais en vous... doute. Oui, mais je préfère me retrancher derrière. Ah non, la Juppé, là, c'est de la fuite. Oui, peut-être. Mais il y a des moments. François Hollande est à la hauteur de la fonction. Je vous ai donné l'occasion de me mettre. Moi, je suis toujours attentif à ce que vous dites. Il a échoué. Oui, il a échoué et je me pose la question de savoir s'il est à la hauteur de ses fonctions. Voilà. Vous posez la question. Je vous ai répondu. Bien, oui, mais c'est une réponse importante. La France est au bord de l'implosion. C'est pas moi qui le dis, c'est Jacques Attali qui le dit. Vous êtes d'accord avec lui ou pas? La France va mal. Très certainement. L'implosion, je ne sais pas. C'est toujours facile de prédire la révolution ou les explosions ou les implosions. Je crois qu'il y a un climat social très tendu. On le voit d'ailleurs aujourd'hui. Pour revenir à l'affaire du barrage de Sivens, la riposte des forces de l'ordre a sans doute été disproportionnée. Mais quand on appelle à manifester, ce qui est un droit, il faut aussi anticiper sur la récupération de ces manifestations. On sait aujourd'hui que systématiquement, quand on descend dans la rue, il y a des bandes d'anarchistes et de casseurs qui viennent là pour semer le trouble. Donc il faut faire attention là aussi et apaiser les conflits plutôt que de verser de l'huile sur le feu. Alors nous reviendrons sur les questions institutionnelles avec les auditeurs d'RMC et les téléspectateurs de BFM TV qui ont beaucoup de questions à vous poser sur la durée du mandat, sur... le rôle du président de la République, vos engagements. Mais j'ai deux questions, moi, étrangères. La première sur les Mistral. Dans quelques jours, François Hollande devra trancher. Faut-il livrer le premier bateau, le Vladivostok, à la Russie? Tout dépend de l'attitude de la Russie dans l'affaire ukrainienne. Si on va vers un apaisement... Elle ne bouge pas, cette attitude. Eh bien, si elle ne bouge pas, il n'y a pas lieu de livrer les Mistral. Si l'attitude de la Russie évolue... Même si l'on peut aider... Quand vous dites que la Russie ne bouge pas, ce n'est pas tout à fait exact. Il y a eu un accord sur l'approvisionnement de l'Ukraine en gaz, il n'y a pas très longtemps. C'est vrai. Il y a 2 ou 3 jours. Donc vous voyez qu'une attitude de fermeté commence à faire bouger les cartes. Sauf que la Russie entérine la partition de l'Est de l'Ukraine. En entérinant le référendum organisé par les opposants à Kiev. Et ceci est inacceptable, c'est la raison pour laquelle aujourd'hui les conditions d'une livraison du Mistral ne me semblent pas réunies, quelles que soient les conséquences, hélas douloureuses, sur notre industrie d'armement et de défense. Vous avez été ministre des Affaires étrangères, j'ai une autre question à vous poser. La Suède l'a fait, est-ce que la France doit reconnaître officiellement l'État de Palestine? J'ai été l'un de ceux qui a poussé au fait que l'État de Palestine entre en tant que tel à l'UNESCO. Donc je pense aujourd'hui que devant le blocage de la situation au Proche-Orient, devant le fait que cette solution de 2 États est complètement en panne, il faut faire bouger les lignes et je pense qu'une décision conjointe des pays de l'Union européenne reconnaissant l'État de Palestine serait aujourd'hui la bienvenue. Alain Juppé, nous allons écouter Sacha, si vous voulez bien. Sacha a 23 ans, il est étudiant en commerce et management. Il est avec nous, Sacha. Sacha, vous êtes là? Bonjour Jean-Jacques, bonjour Alain Juppé. Bonjour Sacha. Alors ma question était la suivante, qu'est-ce que M. Juppé compte faire pour cette jeunesse qui est aujourd'hui désabusée par le monde politique? Ouais, ça c'est le genre de question, Sacha, qui est un peu la question bateau, qui revient sans cesse et à laquelle on ne peut pas répondre en 3 phrases. Ce que je cherche, moi, c'est à redonner confiance à la jeunesse et à lui dire qu'elle a en elle-même les ressorts de son surchauffe. Chaque fois que je rencontre des jeunes, bien formés naturellement, je les trouve très allants, très confiants en eux-mêmes, désirant entreprendre. Il y a une capacité d'entrepreneuriat dans notre pays qui est formidable. Et donc mon message, si vous voulez que je le résume en une phrase, entreprenez. Prenez des risques, déplacez-vous, allez à l'étranger s'il le faut pour parfaire votre formation et ensuite revenez en France parce que notre pays est un pays formidable. Voilà Sacha. Luana, 24 ans. Vous voyez, les auditeurs et les téléspectateurs sont très jeunes ou auditrices. Luana est en recherche d'emploi, elle vient de finir son master. 24 ans, pas de boulot. Luana, bonjour. Bonjour Monsieur Bourdin, bonjour Monsieur Juppé. Bonjour. Alors j'aimerais vous poser une question concernant l'emploi des jeunes diplômés. Ma situation apparemment n'est pas un cas isolé. Pour retracer de façon très brièvement mon parcours, j'ai été en classe préparatoire aux grandes écoles. Je suis diplômée d'un master 2 en droit des affaires internationales. Je parle couramment 3 langues. J'ai effectué plusieurs séjours à l'étranger. Mais malgré tout cela, lorsque je candidate à différents postes, je dois faire face à des refus. Et ce, quand bien même je demanderai un stage non rémunéré.
Alors ma question est la suivante. Tout d'abord, que me conseillez-vous, Monsieur Juppé? Et ensuite, quelles sont les mesures concrètes que vous souhaitez mettre en place afin de faciliter l'entrée des jeunes sur le marché du travail? Et notamment les jeunes diplômés. Oui. D'abord, je crois qu'il faut évacuer une idée qui est une idée fausse, selon laquelle les jeunes diplômés auraient autant de difficultés à trouver du boulot que ceux qui n'ont pas de formation. Ce n'est pas exact, et je suis convaincu que, à force de recherche, et je suis convaincu là aussi que vous avez la détermination pour le faire, vous trouverez. Parce que tous ceux qui ont des diplômes finissent par s'insérer dans la vie du travail. Alors, votre question est aussi une question très difficile, parce que je n'ai pas de réponse adaptée à votre cas particulier à apporter. Je ne peux avoir qu'une réponse générale. Et la réponse générale, elle est simple, c'est qu'il faut redonner confiance dans les acteurs économiques pour que l'activité reparte. Tant que nous n'aurons pas renoué avec la croissance, nous ne pourrons pas créer des emplois. Et renouer avec la croissance, c'est remettre le moteur en marche. Et, alors comment Alain Juppé ? J'ai proposé toute une série de mesures qui concernent nos entreprises. Ce sont les entreprises demain qui créeront des emplois dans des secteurs nouveaux, dans les secteurs traditionnels. Et pour cela, il faut les remettre à armes égales avec leurs concurrents. Et donc j'ai proposé d'agir sur le coût du travail, qui est encore trop élevé en France. Il faut sans doute se réinterroger sur la question de la TVA, qui est un impôt intelligent qui taxe les importations et détaxe les exportations. Il faut ensuite agir... La TVA. C'est-à-dire une TVA compétitivité qui compenserait la baisse des charges sociales de façon à avoir une opération. Et on baisse les charges sur les entreprises de façon à leur permettre d'être à armes égales avec leurs concurrentes. On sait que le coût du travail en France est plus élevé qu'en Allemagne. La deuxième mesure qu'il faut prendre, c'est d'assouplir les règles sur la durée du travail. Ces 35 heures applicables de façon générale à toutes les entreprises françaises, c'est une absurdité. Il faut redonner de la marge de négociation dans l'entreprise ou dans la branche. C'est-à-dire, on travaille 39 ou 32 heures selon les commandes. Absolument. Dans l'entreprise. Bien sûr, il faut assouplir les règles. Pourquoi, par exemple, ne pas autoriser les grands magasins sur le boulevard Haussmann à Paris à travailler le dimanche? C'est une absurdité. Ça va être fait. Ce n'est pas fait. Ce n'est pas fait. Bien sûr que ça va être fait. Mais pourquoi ce n'est pas fait? Ce n'est pas fait. Eh bien, très bien. S'il le fait, ça ira dans la bonne direction. Donc on ne peut pas à la fois nous reprocher à nous de vouloir libéraliser la durée du travail et puis applaudir M. Macron quand il le fait. Troisième élément, c'est très important, c'est le code du travail qu'il faut simplifier par la négociation, là encore. Il y a toute une série de verrous à faire sauter sur les freins à l'embauche, les seuils par exemple. Ensuite, il faut mieux financer le développement dans l'entreprise. C'est la raison pour laquelle il faut revoir la fiscalité de l'épargne. Quand vous voulez épargner et mettre votre argent dans une entreprise, aujourd'hui, vous êtes taxé à tous les niveaux. Sur les dividendes, sur les plus-values, sur la transmission, sur la détention du capital. Il faut harmoniser notre fiscalité si on veut redonner une chance aux entreprises de se développer. Et puis enfin, il faut revoir notre système de formation. L'IANA a sans doute fait de belles études, mais il faut se mettre en tête quand même que 50 à 60% de nos jeunes qui ont le bac en poche se plantent au bout de 2 à 3 ans à l'université. Eh bien ça, c'est inacceptable. Il faut revoir complètement les mécanismes d'orientation. Comment débloquer enfin les formations en alternance et l'apprentissage? Comment faire en sorte que les jeunes ne se précipitent pas dans des filières longues qui ne leur donnent aucune perspective de travail? Vous voyez que c'est une politique il ne suffit pas d'appuyer sur un bouton. Il y a tout un clavier sur lequel il faut jouer. On va demander, Luana, vous êtes toujours là? Oui, je suis toujours là. Oui. Luana, lorsque vous cherchez du boulot, que vous répond-on? Alors, lorsque j'ai la chance d'avoir des réponses, et on me répond juste que non, on n'a pas de poste disponible. Et sinon, la plupart du temps, en fait, on ne me répond pas du tout. Voilà. On ne répond pas à Luana, qui est diplômée, qui cherche vraiment du travail, qui ne fait pas partie de ces chômeurs dont on dit qu'ils ne cherchent pas de boulot. Est-ce que vous avez eu déjà des entretiens d'embauche? J'ai eu un seul entretien d'embauche, oui, jusqu'à présent sur plus de 100 candidatures envoyées, que ça concerne des emplois ou des stages non rémunérés. Il faut persévérer, Luana. Je suis persuadé qu'avec votre bagage universitaire... Ça veut dire qu'il y a aussi des chefs d'entreprise qui ne jouent pas le jeu? Enfin, je ne sais pas si on peut dire ça. Est-ce que vous connaissez un chef d'entreprise qui aurait besoin de recruter du personnel et qui dit je n'en recrute pas parce que non. Les chefs d'entreprise, ils recrutent quand ils ont des commandes et qu'ils ont besoin de se développer. Et c'est pour ça que la réponse, c'est pas d'obliger les chefs d'entreprise à embaucher. La réponse, c'est de permettre aux chefs d'entreprise de redémarrer, d'avoir une activité qui leur permette de créer des emplois supplémentaires. Voilà la bonne réponse. Alors, je sais bien qu'elle est globale, qu'elle est macroéconomique et que c'est pas une solution au problème de Luana dans les heures qui viennent ou dans les jours qui viennent. Mais si c'était aussi simple que cela, s'il suffisait d'appuyer sur un bouton, je le répète, ça se saurait. C'est une politique d'ensemble qu'il faut mettre en œuvre et surtout ce climat de confiance qu'il faut restaurer. Et c'est possible. C'est possible. Quand on nous dit que la croissance est finie, non, regardez les États-Unis. Ils sont aujourd'hui sur une tendance de 3 à 4% de croissance. Voilà. Donc ça veut dire que c'est possible. Gaël, on va prendre Gaël, qui a 42 ans, qui est cadre commercial. Bonjour Gaël, vous êtes lyonnaise, je crois. Hein? Oui, tout à fait. Bonjour. Gaël, oui.
Oui, donc ma question, Monsieur Juppé, bonjour. Bonjour Gaël. Si demain vous êtes au pouvoir, qu'allez-vous faire pour les classes moyennes? Moyennes aisées qui sont asphyxiées aujourd'hui. Voilà. Aujourd'hui, nous avons assisté, c'est pas nouveau, je veux bien l'admettre, à un véritable bombardement fiscal sur les classes moyennes. Et pas simplement fiscal, la politique familiale ça aussi. Ça date pas d'aujourd'hui. Oui, mais c'est pas une raison pour justifier l'aggravation de ce qui a été fait depuis 2012. On a vraiment franchi d'ailleurs le seuil de tolérance, comme l'ont dit même plusieurs ministres socialistes. J'entendais ce matin encore à la radio qu'on est en train d'imaginer une nouvelle taxe sur les résidences secondaires. Voilà encore quelque chose qui cible les classes moyennes. Zones. Donc la priorité, ce sera d'alléger le poids du prélèvement fiscal sur les classes moyennes, ce qui suppose, évidemment, parce que moi je suis pas démagogue, ce qui suppose une réduction des dépenses publiques, parce qu'on ne peut pas continuer à creuser le déficit. Vous proposez 100 milliards d'euros sur 5 ans. Sur 5 ans, mais comment et où? 100 milliards, vous savez, la production de la France chaque année, c'est un peu plus de 2000 milliards. Donc si je calcule bien, c'est 5% d'économie sur 5 ans. Donc c'est pas gigantesque. Le principal poste de dépenses publiques dans le budget de l'État, comme dans celui des collectivités locales ou des comptes sociaux, ce sont les salaires de la fonction publique. Et donc il faut cesser d'augmenter les effectifs de la fonction publique. Nous avons aujourd'hui 88 emplois publics en France pour 1000 habitants. Il y en a 55 en Allemagne. Mais il veut dire qu'il y a trop, il y a trop d'employés à la mairie de Bordeaux. Il y a trop d'employés. Il faut à la mairie dans l'agglo. Bien sûr, il faut à la mairie de Bordeaux, comme dans la plupart des intercommunalités. Vous êtes prêt à vous séparer d'employés à la mairie de Bordeaux? Je suis prêt à ne pas renouveler la totalité des départs à la retraite. Vous voyez ce qui se passe. L'exemple de la mairie de Bordeaux est très significatif. Qu'est-ce qui se passe? On va en parler, oui. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Nous sommes en train de rapprocher les services de la communauté urbaine de Bordeaux, il y a 3000 salariés, et les services de la ville de Bordeaux comme ceux des autres communes. Ça s'appelle la mutualisation, pardon de ce mot un petit peu barbare. Eh bien, je pense qu'avec un peu moins d'effectifs, on peut faire aussi bien et même mieux en mutualisant nos services. Je continue sur l'exemple de la mairie de Bordeaux, ou plus exactement de la communauté urbaine. Nous avons 28, puisqu'il y a 28 communes, 28 directions des ressources humaines. Si on en avait une, ça permettrait pas de gérer les choses mieux? Nous avons 28 directions différentes. On peut faire des économies, on peut rationaliser. Toutes les boîtes privées qui sont soumises à la concurrence, elles sont bien obligées d'être plus productives, de s'organiser de façon plus efficace. Il faut que le secteur public fasse la même chose. Il ne s'agit pas de licencier, naturellement. Il y a un statut de la fonction publique qui sera respecté. Mais il s'agit de moins créer de postes qu'on ne l'a fait. Donc 100 milliards, d'abord en réduisant le nombre de fonctionnaires. Il y a aussi des réformes de structure à faire, parce qu'il n'y a pas que le budget de l'État qui est concerné. Il faut, je l'ai dit, c'est pas populaire, mais je le dirai dans ma campagne électorale si je suis désigné comme candidat, il faut progressivement amener l'âge de la retraite à 65 ans si on veut éviter le trou dans les caisses des régimes de retraite. De la même manière, il y a aujourd'hui un consensus pour dire qu'il faut inciter les demandeurs d'emploi, je ne pense pas à l'UNA là, naturellement. Il y a Gaël travaille. Il faut inciter les demandeurs d'emploi à rechercher plus activement du travail par une dégressivité des indemnités. Par une dégressivité des indemnités. Le montant des indemnités et la durée? J'ai dit la dégressivité, c'est-à-dire qu'aujourd'hui c'est 2 ans bloqués, et donc au bout d'un certain temps, et d'ailleurs les Français ils sont prêts quand on dit qu'ils sont pas prêts à la réforme. Ça c'est des choses dont il faut discuter, je ne vais pas vous dire aujourd'hui à la virgule près tout ce qui va se faire. Mais par exemple les Français aujourd'hui sont parfaitement d'accord pour dire qu'au bout de 3 refus d'un poste proposé à quelqu'un qui cherche du travail, eh bien il n'est pas normal de poursuivre le maintien des indemnités. Vous voyez qu'il y a des choses à faire dans ce domaine. Donc il y a 100 milliards en tout. Dans la santé, il y a aussi des économies à faire. Je prends un exemple précis. Vous êtes hospitalisé. Il y a quelques années, on vous gardait pour l'ablation d'une vésicule biliaire 3 ou 4 jours à l'hôpital. Bon. Et la journée d'hospitalisation coûte très 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 cher à l'assurance maladie. Aujourd'hui, on vous dit, vous pouvez rentrer chez vous. C'est ce qu'on appelle la médecine ambulatoire. C'est ce que veut mettre en place le gouvernement. Je ne veux pas défendre le gouvernement, mais défendez le gouvernement. C'est ce que j'ai entendu. Non, quand le gouvernement fait des bonnes choses, mais quand le gouvernement fait des bonnes choses, Monsieur Bourdin, je serai le dernier à le critiquer. Sauf que ça ne se fait pas et qu'il y a encore beaucoup de marge. Je suis président du conseil d'administration du CHU de Bordeaux, qui est le 3e ou 4e de France. Le pourcentage aujourd'hui de soins qui se fait en ambulatoire doit être de 30%. Il faut passer à 50 ou 60%, comme dans tous les grands pays développés. Voilà. En matière de générique, vous le savez, on est aussi en retard. Alors on a beau dire qu'on le fait, les ambulatoires, ça avait commencé avec l'actuel gouvernement. Seulement, on y va trop lentement, et donc il faut accélérer le processus et avoir des réformes structurelles plus importantes. Vous voyez que tout ceci mis bout à bout, ça permet de tenir l'engagement que nous avons pris et donc de répondre aux classes moyennes en baissant la fiscalité dont elles sont l'objet aujourd'hui. Merci Gaël. David, à 45 ans, Alain Juppé, il est conducteur routier, électeur de droite. David, bonjour. Oui, bonjour Monsieur Bourdin et bonjour Monsieur Juppé. Bonjour David.
j'aurais une question d'ordre général en fait, parce que j'aurais aimé savoir si vous aviez un projet, si vous étiez prêt, si en 2017 nous aurons enfin l'occasion de voter pour un projet et non pour un rejet. Parce que pour un rejet, on voit le résultat aujourd'hui. Nous avons un président de la République qui est très faible puisqu'il a été élu sur de mauvaises raisons. Donc ce que je voulais savoir, c'est que est-ce que vous avez un projet? Est-ce que vous serez prêt? Est-ce que vous serez prêt également à faire de profondes réformes dans les 6 premiers mois de votre mandat, quitte à ça vous rappellera peut-être de mauvais souvenirs 95, quitte à mettre un certain nombre de gens dans la rue, parce qu'effectivement nous sommes un peuple schizophrène, nous voulons des réformes, mais quand ça nous touche, nous n'en voulons pas. Mais est-ce que vous serez prêt, malgré tout, à accepter que s'il y a 1 million de gens dans la rue, il y en a quand même 60 millions quand même qui ne le sont pas? David. Oui, mais David, voilà, mon objectif n'est pas... Bonne question, David. Merci. Mon objectif n'était pas de mettre des gens dans la rue. Vous avez mis 2 millions, quand même, oui, en 95. Oui, mais quel était le pourcentage de ceux qui se sont engagés pour soutenir le gouvernement? Maintenant, on commence à dire, si on avait fait les réformes en ce temps-là, ça serait pas mal. Donc j'espère qu'il y aura des gens... J'espère qu'il y aura des gens dans la rue pour me soutenir, c'est ce que je voudrais dire. Mais pour répondre plus sérieusement à la question de David, oui, j'aurai un projet, bien entendu. J'ai déjà d'ailleurs tracé quelques pistes. J'ai dit que mes 4 grands chantiers, c'était d'abord, et j'en ai parlé tout à l'heure, remettre les entreprises françaises à armes égales avec leurs concurrentes européennes principalement. C'est pas tellement les Chinois qui nous font concurrence, c'est surtout nos partenaires européens. Mon deuxième grand chantier, j'ai dit que c'était la mère des réformes, c'est l'éducation. J'ai parlé du drame de ces étudiants qui au bout de 2 ou 3 ans se retrouvent sans rien du tout. Il y a beaucoup d'autres choses à faire, j'ai pas le temps de les développer. Mon troisième grand chantier, c'est ce que j'ai appelé l'identité heureuse. Comment convaincre les Français qu'on peut vivre en étant différents les uns des autres, mais en partageant le même bien commun, c'est-à-dire les valeurs de la République et la laïcité. C'est un vrai défi qui passe par une politique d'immigration tout à fait cohérente et déterminée, et par une politique aussi pénale et de sécurité tout à fait cohérente. Voilà ce que sera mon projet. Alors ce projet, aujourd'hui, j'y travaille, il n'est pas complètement ficelé, et si vous voulez y participer, pardon, Monsieur Bourdin, de faire un peu ma pub, allez sur AGI pour la France, AGIS pour la France.fr, où j'ai un site participatif et collaboratif, où vous pouvez faire passer vos idées. Et par ailleurs, je mets en place toute une série de groupes de travail. Mon objectif, c'est de consacrer l'année 2015 à l'approfondissement de mes propositions. Ensuite, il y aura la campagne des primaires. Et si je suis désigné, il y aura la campagne présidentielle. Primaire 2016, Primaire 2016. Mi-2016, je l'espère. Et si je suis candidat à l'élection présidentielle, après avoir été désigné aux primaires, je dirai très clairement aux Français, voilà ce que je vais faire, même si a priori ce n'est pas populaire. J'ai parlé des 35 heures, j'ai parlé de la retraite à 65 ans, j'ai parlé d'un certain nombre de mesures de ce type. Il y aura évidemment des choses qui seront, je pense, et j'assumerai. Vous savez, moi j'aurai en tout cas un avantage sur beaucoup d'autres, c'est que je ne penserai pas à ma réélection si je suis élu. Donc je ferai le boulot pendant 5 ans. Un président pendant 5 ans, tiens, au passage, est-ce que vous êtes favorable à une durée du mandat de 7 ans non renouvelable? Non, je pense que le quinquennat, dans le monde où nous vivons, vous savez, la démocratie représentative, elle est un peu malade aujourd'hui, parce que les gens n'ont pas envie de donner carte blanche à quelqu'un pendant une trop longue période. Et donc 7 ans aujourd'hui, sauf à refaire du président de la République un président style 4ème République. On pourrait faire ça. À ce moment-là, il peut rester 7 ans, naturellement. Mais si vous restez 5 ans, vous serez un président style 4ème République. Ah bon, vous croyez? Non, je ne sais pas. Mais vous verrez. Non, si on garde un président... Non, parce que je me serais engagé sur un projet et je ferai ce projet. Donc, si on veut... C'est ce qu'ont dit tous les candidats. Oui, ben chiche, faites-moi confiance et vous verrez. Parce que vous reviendrez pour nous. Oui, bien sûr. Je viendrai tous les matins ou presque quand vous m'inviterez m'expliquer devant tout. Enfin, aussi souvent que vous voudrez. Redevenons sérieux. Oui, je disais que le quinquennat, si on veut un président qui préside, me paraît une bonne durée. Et je ne crois pas au changement des institutions. Tous ceux qui vous disent on va régler les problèmes en faisant la 6ème République, tout ça c'est du pipeau. Alors il y a des choses à faire, bien entendu. J'ai proposé de réduire, par exemple, de manière très significative le nombre de parlementaires, parce qu'aujourd'hui nous avons plus de 900 députés et sénateurs, plus de 900, 577 plus 348. Faites le calcul mental. Donc c'est beaucoup trop. J'ai parlé d'une diminution de moitié, on peut en discuter. Mais en tout cas, il faut des parlementaires qui, dans des circonscriptions plus grandes,
puissent se consacrer exclusivement à leur mandat. Et c'est la raison pour laquelle je suis hostile au retour au cumul. Là-dedans, j'ai pas toujours donné l'exemple, je le reconnais bien volontiers, puisque j'ai été à la fois Premier ministre et maire de Bordeaux, mais aujourd'hui je n'ai qu'un seul mandat, mon mandat local, et je pense que c'est la bonne chose si on veut que les parlementaires se consacrent vraiment à leur travail de parlementaire. Dans les circonscriptions plus grandes, moins de députés sénateurs qui se consacrent davantage au contrôle du gouvernement et un peu moins de circonscriptions. Un peu moins de circonscriptions, proportionnelles. Alors sur la proportionnelle, d'abord je voudrais faire remarquer que le Sénat est élu pour une grande partie de ses membres à la proportionnelle. Oui. Il y a déjà de la proportionnelle. Bon. À l'Assemblée nationale, je n'ai pas là-dessus de position définitivement arrêtée. Parce que ce qui me préoccupe, vous c'est la souteniez Nicolas Sarkozy qui proposait une dose de proportionnelle en 2012. C'était en février 2012. Il l'a pas fait. Donc c'est pour ça que la réflexion reste ouverte. Pourquoi? Ce qui est très important, c'est d'avoir une majorité pour gouverner. Et si vous mettez une dose de proportionnelle, il n'est pas exclu que s'il n'y a même que 50 ou 60 députés à la proportionnelle, il n'est pas exclu que ça fasse la balance entre la majorité et l'opposition et que ça nous amène à un climat d'instabilité. Par exemple, ou d'autres sensibilités, bien entendu. Et donc ça, c'est l'instabilité parce que nous n'avons pas la culture, ni l'histoire, ni la constitution allemande de la grande coalition. Donc ce à quoi je réfléchis, c'est un système qui me permettrait peut-être d'instiller un peu de proportionnel, à condition que le parti arrivé en tête est une majorité, comme ça se passe aux élections municipales. Aux élections municipales, quand vous faites 55% des voix, vous avez la moitié des sièges, plus une marge de majorité. Et ça vous permet de gouverner. On peut peut-être imaginer un système identique pour l'Assemblée nationale. Oui. Alain Juppé, on va prendre Patrick, qui est ingénieur, militant UMP. Patrick a 54 ans. Bonjour Patrick. Bonjour Jean-Jacques, bonjour Monsieur Juppé. Bonjour Patrick. Bravo et merci de participer à cette émission. Merci. Monsieur Juppé, je suis un militant UMP de droite, très attaché à des valeurs de droite sur les plans de société et économique. Vous positionnez clairement sur une ligne quelque part centriste. Et d'ailleurs, si vous êtes en tête des sondages, c'est parce que vous n'êtes pas clivant. Et clivant, à mon sens, c'est pas forcément une qualité. Ma question est simple. Qu'est-ce qui, dans votre programme, va faire revenir les nombreux électeurs du UMP qui sont partis au Front National ces dernières années? On a besoin de ces gens-là pour gagner une élection. Et plus loin que ça, qu'est-ce que vous allez me proposer pour que moi-même, je reste derrière vous, étant entendu que clairement, si on remplace des bobos sociodémocrates de gauche par des bobos sociodémocrates de droite, très honnêtement, ça ne m'intéresse pas. Qu'est-ce que vous me proposez pour que je reste avec vous? Bien, écoutez, c'est la première fois qu'on me traite de bobo de quoi? De droite? De droite, non, oui. moi je suis pas centriste. Avec tout le respect que j'ai pour vous. Oui, mais j'entends bien la question, et votre question est tout à fait pertinente. Je ne suis pas centriste, hein. Moi je suis gaulliste. Et quand j'essaie de me définir politiquement, je dis que je suis gaulliste, européen et libéral. Hein. Je suis gaulliste parce que je crois que l'unité nationale est absolument essentielle et qu'elle a du sens aujourd'hui dans le monde où nous vivons, même en Europe. Je suis européen parce que le général de Gaulle l'était aussi. Je suis libéral parce que je crois à la liberté, sous toutes ses formes. La liberté politique, naturellement, mais aussi la liberté économique. Et je crois que la seule façon de créer des richesses, c'est la libre entreprise et c'est l'économie de marché. Donc là-dessus, mes convictions sont fortes. En même temps, je suis attaché en tant que gaulliste à un certain modèle social, à condition qu'il soit efficace. Voilà comment je me définis. Est-ce que c'est du centrisme? Je n'en suis pas sûr. Vous séduire, je le ferai en vous proposant un projet. Je viens de l'évoquer tout à l'heure. Si vous croyez qu'effectivement, il faut redonner plus de marge de liberté à nos entrepreneurs en agissant sur le coût du travail, sur la durée du travail, sur le code du travail, sur la fiscalité de l'épargne, je viens de faire des propositions assez précises là-dessus, eh ben à vous de choisir, à vous de réfléchir. Est-ce que c'est un discours bobo-centriste? Je ne pense pas. J'ai aussi défini mes idées sur l'immigration. Sur l'immigration, qu'est-ce que j'ai dit? Il faut être impitoyable sur l'immigration illégale, essayer de la contrôler. On voit bien combien c'est difficile. Il faut ensuite encadrer l'immigration économique par un vote annuel du Parlement sur un système de quotas. En troisième lieu, il faut réformer le droit d'asile parce qu'aujourd'hui, c'est une façon de tourner l'immigration économique. Allez voir le film d'Omar Sy qui s'appelle Samba aujourd'hui et vous verrez comment ça se passe. Et enfin, il faut prendre les mesures pour que les décisions de quitter le territoire français soient réellement appliquées et non pas à 20 ou à 30% comme c'est le cas aujourd'hui. Donc vous voyez que ça aussi, c'est pas un discours filé d'eau tiède. J'ai mes convictions et je les défendrai avec clarté, avec vigueur. Alors,
Marie, c'est une question complémentaire à la question de Patrick. Marie, qui est mère au foyer, qui a 55 ans, je vais prendre sa question dans ma voix, vous demande, en cas de dissolution de l'Assemblée nationale, vous croyez une dissolution, tiens, au passage? Non. D'abord, c'est pas une question de croyance. Oui. Pas, parce que la solution, vous pensez que François Hollande pourrait envisager une dissolution, d'abord faire voter une dose de proportionnelle et ensuite dissoudre pour peut-être préparer une confusion. Chaque fois qu'un gouvernement a essayé, pour se sauver, ou un président de la République, de manipuler le mode de scrutin, il s'est planté. Pas manipulé, mais vous avez... Non, je ne sais pas ça. Je parle de la manipulation du mode de scrutin. 86, M. Mitterrand instaure la proportionnelle intégrale, il a perdu les élections. Donc voilà. Donc c'est pas en manipulant le mode de scrutin qu'on échappe à la sanction populaire. Deuxièmement, je ne crois pas que les députés socialistes voteront la censure, parce que s'ils le font et qu'ils reviennent devant leurs électeurs, ils prennent la raclée du siècle. Et donc ils ne sont pas suicidaires. Donc je pense qu'ils vont tirer sur la corde. Vous connaissez la dissolution, vous, Oui, mais la dissolution, elle s'est déroulée dans un contexte radicalement différent, Monsieur Bourdin. Tous les sondages en 97 nous donnaient gagnants. Vous voulez que je raconte une petite anecdote? Alors, allez-y. Je vais même voir M. Giscard d'Estaing quelques jours avant la dissolution, 3 semaines, et il me dit, c'est un président de la République, donc il fait preuve de courtoisie en allant le voir, il me dit, mais c'est pas ça qu'il fallait faire, il fallait changer de Premier ministre. Alors, je lui dis, bon, merci, mais j'ai déjà remis mon mandat à M. Chirac, qui n'a pas voulu le reprendre. Et il ajoute, cela dit, vous allez gagner. Donc on était sûr de gagner en 97. On a fait une très mauvaise campagne, je n'ai pas le temps d'y revenir, et on a perdu. Aujourd'hui, c'est tout à fait différent. Ils sont sûrs de perdre. Alors pourquoi voulez-vous? Il y a le calcul machiavélique selon lequel M. Hollande pourrait se refaire une santé à l'occasion d'une cohabitation qui plomberait le Premier ministre UMP qui irait au pouvoir. Tout ça, c'est de la politique de café du commerce, et je ne pense pas que même en cohabitation, M. Hollande puisse remonter dans la popularité. Alors, imaginons une dissolution, imaginons que la majorité change de bord. Est-ce que l'UMP doit gouverner avec François Hollande ou pas? Moi, j'irai pas en tout cas. Vous n'irez pas? Bon, d'accord. Bon, c'est clair au moins. Non, parce que je ne veux pas aller dans un système où la politique que je pense nécessaire, et qui est une politique de réforme profonde, serait paralysée par ce qu'est la cohabitation. J'en ai déjà fait l'expérience une fois comme ministre des Affaires étrangères de la cohabitation, et une autre fois comme ministre du budget. C'est pas un bon système. Moi, je préfère la clarté. Bien, Marco est à Neuilly-Plaisance, il est artisan peintre. Marco, bonjour. Oui, bonjour Monsieur Bourdin. Bonjour à vous, Monsieur Alain Juppé. Bonjour. Voilà ma question. Si vous passez en 2017, est-ce que vous proposeriez un poste à Monsieur Nicolas Sarkozy au sein de votre gouvernement? Et si oui, lequel? Merci de bien vouloir répondre en toute honnêteté, car en ces jours difficiles, les Français ont besoin de clarté politique. Je suis pour le rassemblement. Vous savez, les 3 mots que je répète souvent: apaiser, éviter les conflits inutiles qui ne correspondent pas aux préoccupations numéro 1 des Français, ensuite rassembler, et en 3e lieu réformer, parce que ce pays a besoin de réformes profondes. Donc rassembler, ça veut dire s'adresser à tous ceux qui veulent vous soutenir, et naturellement, si je suis le président de la République, et si Nicolas Sarkozy veut poursuivre une activité politique, il sera le bienvenu. Alors à quel poste, je ne vais pas vous dire ça aujourd'hui, on ne fait pas le gouvernement 2 ans à l'avance, même chez M. Bourdin. Oui, dites-moi, austère, arrogant, drogué, vous n'avez pas assez d'entendre ça? Drogué? Non, drogué à la flatterie. À la flatterie, oui. Non, mais je lis ça partout, dans tous les papiers. Moi, nulle part. Non, nulle part. Vous n'avez pas assez parce que vous êtes sensible. Vous étiez au bord des larmes sur France 2. Non, mais je pense à la fin de l'émission. Je pense que ce stéréotype qui est recopié par les journalistes paresseux, c'est-à-dire pas par vous. Non, mais c'est vrai. Qui est recopié par certains, tout ça n'a pas de sens aujourd'hui. D'ailleurs, allez demander aux Bordelais qui m'ont réélu avec 61% des voix si je suis quoi? Austère, arrogant, drogué à la flatterie. Voilà, vous verrez bien. Bon, d'ailleurs, la flatterie, qui me flatte aujourd'hui? C'est une Juppé-mania. Est-ce que vous pensez que la presse vous a choisi? J'ai un antipoison formidable contre la flatterie, c'est ma femme. Voilà. Oui. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle vous dit? Qu'est-ce qu'elle vous dit? Quand j'ai un peu tendance à prendre la grosse tête, hop, tout de suite, elle me ramène aux réalités. Oui. Merci. Oui, je suis à l'abri de cette déviation. Merci Alain Juppé d'être venu nous voir ce matin. Merci à vous. Merci. Et merci aux auditeurs. Merci aux auditeurs, effectivement, que je vais retrouver dans quelques instants. Il est 9h25.